Bonjour à tous, merci d'être avec nous du coup aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Céline Boissé, je suis psychologue et responsable de la formation au sein de Préau. Et aujourd'hui on accueille donc Camille Riera Navarro qui est doctorante au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon et qui va nous parler donc du comportement alimentaire du nourrisson, des déterminants précoces de la régulation de l'appétit. Donc avant de lui laisser la parole, je vais juste rapidement recontextualiser Préau. Donc déjà l'équipe de Préau que vous voyez. Donc on est une équipe pluridisciplinaire. Préau, c'est un réseau de santé qui existe depuis 2007. Donc nos locaux sont basés sur Annonay et on couvre le territoire de l'Ardèche, de la Drôme et la moitié sud de la Loire. Et donc avec tous les membres que vous voyez ici. Donc, on a des diététiciennes, une conseillère en économie sociale et familiale, une secrétaire comptable, une responsable, une infirmière, un enseignant en activité physique adaptée qui s'occupe également de la communication de Préau. On a le docteur Canaple, qui est le médecin du REPOP Lyra et qui travaille en partenariat également avec Préau. Et puis donc moi qui suis psychologue. Rapidement, ce qu'on propose pour les familles, donc bah, déjà un suivi médical, puisque l'obésité, c'est une maladie. Donc les familles peuvent rencontrer à plusieurs reprises un médecin partenaire de Préau euh, pour faire un point sur le suivi et sur l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent. Et puis on va financer 5 consultations diététiques et 5 consultations psychologiques, parfois un peu plus si besoin. Et on propose également des séances en groupe, cette fois, que ce soit de l'activité physique adaptée. Là, c'est des groupes qui ont lieu de façon hebdomadaire, ou des séances collectives d'éducation thérapeutique du patient, qui peuvent être mensuelles ou ponctuelles dans l'année. Et tout cet accompagnement, bah, il va être coordonné par un référent de parcours, donc un membre de l'équipe de Préau, qui va suivre les dossiers des enfants et contacter les familles pour échanger avec elles sur l'accompagnement et sur les besoins et attentes de l'enfant. Pour les professionnels, ce qu'on propose, c'est notamment une formation initiale, c'est-à-dire la première formation qui permet de travailler en partenariat avec Préau. Cette formation, elle dure 2 jours, donc elle est certifiée par la NDPC pour la formation continue des médecins, des infirmiers, des kinés, et puis par Calliope pour le FIFPL, pour les professions libérales, diététiciens, psychologues. Euh, donc, dans l'idée voilà, d'acquérir des connaissances, des outils pour accompagner les patients et leurs familles. Et puis, au-delà de ça, on va vous proposer des webinaires comme on fait aujourd'hui, donc sur certains thèmes. Et sur notre site internet, vous pouvez retrouver les replays des webinaires qu'on a déjà faits. Vous retrouverez également le replay de celui-ci prochainement. Et donc, on a déjà abordé le thème du sommeil, du harcèlement et de la vie affective et sexuelle des adolescents. Et puis, pour les pros, le référent de parcours dont je vous parlais tout à l'heure pour les familles, c'est aussi un appui pour les libéraux, des fois dans les situations qui sont un peu compliquées, des situations qui questionnent. Le référent et l'équipe préau sont là aussi pour vous aider à penser ces situations, éventuellement à organiser des réunions de concertation pluridisciplinaires pour qu'on puisse élaborer ensemble et puis voilà, voir ce qu'on peut proposer des fois dans des situations complexes. Donc ça, c'était pour vous resituer Préau rapidement. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, voilà, sur LinkedIn, Facebook et sur YouTube. Et maintenant, je vais donc laisser la main à Camille pour sa présentation. Je remercie Prévo de m'avoir invité pour ce webinaire et puis je suis ravie de partager ce moment avec vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Camille Riera Navarro, donc chercheuse dans les domaines du comportement alimentaire et de la santé publique. Et donc l'idée, c'était de vous parler, notamment au travers de mes travaux de thèse, de comportement alimentaire chez les nourrissons et les enfants en bas âge, bien sûr à l'idée de prévention de l'obésité infantile, et plus particulièrement de me focaliser sur un aspect du comportement alimentaire qui est la régulation de la prise énergétique, qu'on appelle aussi plus simplement la régulation de l'appétit. Et donc l'idée, c'était de vous faire un petit point sur ce qu'on sait sur ces déterminants précoces de la régulation de l'appétit.
Alors avant de commencer, simplement un petit point sur le lieu où j'ai réalisé mes travaux de thèse. Donc c'est au sein d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, qui dépend du CNRS et de l'INRAE, ainsi que de l'Université de Bourgogne et de l'Institut Agro-Dijon. Donc c'est un centre de recherche qui est localisé à Dijon et dans lequel sont menées des recherches transdisciplinaires dans les domaines évidemment du comportement alimentaire, mais aussi des sciences des aliments, de la biologie, donc physiologie, neurosciences, notamment en lien avec la perception sensorielle, et puis des sciences humaines. Voilà, donc j'ai travaillé dans l'équipe qui s'appelle l'équipe NIAM pour le petit clin d'œil et qui travaille donc sur le comportement alimentaire tout au long de la vie, donc du bébé à la personne âgée, et plus particulièrement sur les déterminants du comportement alimentaire, alors à la fois au niveau individuel, mais aussi en termes de contexte physique et social de la prise alimentaire, ou encore les déterminants qui sont aussi liés aux aliments. Donc voilà pour ce petit contexte. Donc ma présentation s'articulera en 4 temps assez classiques, hein. Je ferai une introduction. Je vous présenterai ensuite rapidement les méthodes qu'on utilise pour mesurer et observer les comportements alimentaires des bébés et des enfants en bas âge. Je vous présenterai bien sûr les résultats de mes travaux de thèse et puis quelques diapositives de conclusion pour terminer. Donc, alors, dans un premier temps, pour resituer un petit peu et rappeler un peu l'enjeu global de ces travaux sur le comportement alimentaire, bah, ils s'inscrivent dans le cadre de la prévention de l'obésité infantile, puisque le comportement alimentaire est un déterminant de la croissance et du statut pondéral, hein, on le verra juste après. Ici, je voulais simplement rappeler quelques chiffres, mais je pense que vous êtes tous et toutes sensibilisés sur ces données-là. On est dans un contexte actuellement de forte prévalence du surpoids et de l'obésité, chez les adultes comme chez les enfants et ce, assez globalement dans le monde. Les prévalences ont augmenté ces dernières décennies, elles tendent à se stabiliser, mais elles ne régressent pas, ce qui montre on n'a toujours pas trouvé comment renverser cette tendance et qui justifie l'intérêt de continuer les efforts de prévention. En gros, en France, on a 50% d'adultes en situation de surpoids, dont 17% en situation d'obésité, et puis chez les enfants, c'est 17% en situation de surpoids, donc 4% en situation d'obésité. Pourquoi est-ce que ces chiffres ils sont problématiques? Eh ben, c'est parce qu'on sait que d'une part, un certain nombre d'enfants qui sont concernés par le surpoids ou l'obésité pendant l'enfance tendent à le rester à l'adolescence et puis à l'âge adulte, d'où l'intérêt d'essayer d'agir très tôt, hein, le plus tôt possible finalement, pour prévenir son développement. Et puis aussi notamment parce que évidemment l'obésité a des conséquences importantes sur la santé, à la fois à court terme chez les enfants, en termes de qualité de vie, de niveau d'éducation par exemple, et puis évidemment aussi à plus long terme avec une apparition plus précoce de diverses maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les cancers. Bref, tout ça, ça en fait un enjeu majeur de santé publique et donc une cible privilégiée de prévention primaire. Alors, je vous disais tout à l'heure que le comportement alimentaire est impliqué dans le développement du surpoids et de l'obésité. Donc, comment? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce comportement alimentaire qui va régir nos apports énergétiques. On comprend bien que quand le comportement alimentaire il est adapté, bah, il va permettre un maintien de la balance énergétique, c'est-à-dire que les apports alimentaires soient en accord avec nos dépenses énergétiques. Donc, pour assurer le maintien du statut pondéral chez les adultes et chez les enfants, une croissance appropriée et harmonieuse. Tandis qu'à l'inverse, un comportement alimentaire qui serait moins adapté, bah, il va entraîner un risque de déséquilibre de cette balance énergétique. Alors, soit en impliquant une sous-consommation avec un risque de dénutrition, soit au contraire en impliquant un risque de surconsommation, comme c'est illustré ici en rouge, avec un risque de développer au cours du temps, si c'est maintenu dans le temps, un surpoids, voire une situation d'obésité. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au comportement alimentaire dès la petite enfance? Bah déjà parce qu'on sait que le comportement alimentaire, il se forme pendant la petite enfance, au cours des différentes étapes de développement. En fait, l'enfant, il va passer d'un mode d'alimentation passif pendant la grossesse, via le cordon ombilical, à un mode d'alimentation actif à partir de la naissance, donc avec une alimentation lactée les premiers mois de vie puis l'introduction de nouveaux aliments, de nouvelles textures au cours de la diversification alimentaire à partir de 4 6 mois pour arriver progressivement à une alimentation de table, de famille, euh, autour de l'âge de 2 3 ans. Et en fait, au cours de ces différentes étapes, l'enfant il va vraiment apprendre tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Donc, c'est-à-dire par exemple quand manger, comment manger, mais aussi quels aliments ou en quelle quantité. Et donc cet apprentissage, il est hyper important parce qu'on sait que les comportements alimentaires qui sont établis pendant la petite enfance, ils ont tendance à persister tout au long du développement et jusqu'à l'âge adulte. Donc les premières années de vie, c'est vraiment une période essentielle quand on parle de développement du comportement alimentaire. Et en fait, si on schématise un peu, globalement, si l'enfant développe dès cet âge-là, dès la petite enfance, des comportements alimentaires plutôt favorables, eh ben, c'est presque gagné pour tout le reste de la vie finalement.
Alors ensuite, ce que je peux dire sur ce comportement alimentaire, c'est qu'il y a deux choses différentes, en tout cas qu'on différencie. C'est tout ce qui relève d'une part des comportements qui vont définir la qualité de l'alimentation, qui vont permettre qu'on ait une alimentation variée et équilibrée. Et alors là, l'enjeu chez le jeune enfant, c'est de faire en sorte qu'il développe des préférences alimentaires très larges et variées pour avoir finalement un panel alimentaire complet. Et puis d'autre part, on a tout ce qui relève plutôt des quantités consommées, donc directement en lien avec la balance énergétique que je vous montrais tout à l'heure. Donc finalement, tout ce qui fait que l'apport d'énergie par l'alimentation est cohérent avec les dépenses énergétiques. Et donc ce volet-là du comportement alimentaire, on l'appelle les capacités de régulation de l'appétit. Et vous l'avez compris, c'est ce sur quoi je vais me focaliser aujourd'hui. Avant, je voulais simplement faire un petit point sur ce qu'on sait aujourd'hui sur le volet des préférences alimentaires, tout simplement parce que c'est un aspect du comportement alimentaire qui est très étudié, beaucoup plus que les capacités de régulation de l'appétit. Et aujourd'hui, on sait pas mal de choses grâce aux études qui ont été menées. Notamment, ces études elles ont permis de comprendre déjà comment se développent les préférences alimentaires chez l'enfant, et d'aller même au-delà en identifiant quelles stratégies on peut mettre en place pour permettre aux enfants de développer des préférences alimentaires qui sont favorables pour la santé. Et ce qu'on sait donc à ce sujet, c'est que bon, à la naissance, on a une appréciation du goût sucré qui est innée, ainsi qu'un évitement des odeurs désagréables. Mais on sait que tout le reste est appris par les premières expériences alimentaires. Et puis aussi, les études ont permis d'identifier que certaines pratiques de nourrissage peuvent contribuer à optimiser, entre guillemets, l'acceptation de certains aliments, c'est-à-dire le fait que les enfants apprennent à aimer ces aliments, notamment par exemple les légumes hein, qui sont amers et qui sont souvent moins appréciés de manière innée. Et donc, parmi ces stratégies, on a par exemple une expérience préalable avec les aliments, notamment au cours de la grossesse et pendant l'allaitement, puisqu'on sait que le fœtus et puis le nourrisson vont être en contact avec les aliments qui composent l'alimentation de la maman par le liquide amniotique et par le lait maternel. Et donc ça va favoriser le fait qu'après, au moment de la diversification alimentaire, eh ben, ils acceptent plus, ils apprécient plus facilement ces aliments. Une autre stratégie, c'est par exemple aussi l'exposition répétée aux aliments, puisqu'on sait qu'il faut voilà, jusqu'à 8 à 10 fois répéter les expositions, jusqu'à 8 à 10 fois pour que l'enfant apprenne à aimer un aliment. Et puis par exemple, une autre stratégie, bah, c'est la variété des aliments proposés dès le début de la diversification alimentaire, qui finalement habituerait à accepter plus facilement des nouvelles saveurs. Donc voilà, ça, ce sont des conseils qu'on peut donner, qui sont d'ailleurs aujourd'hui inclus dans les dernières recommandations alimentaires pour les 0,3 ans. Donc voilà, sur cet aspect des préférences alimentaires, je n'irai pas forcément plus loin. Je vais passer maintenant aux capacités de régulation de l'appétit, donc qui sont, comme je vous le disais, beaucoup moins étudiées pendant la petite enfance. On est un peu, enfin même beaucoup moins avancé sur ce point-là. Mais ce qu'on sait globalement quand même, c'est à partir de travaux commence à dater maintenant qu'il date des années 90, c'est que bah, ces capacités de régulation de l'appétit, a priori, elles seraient plutôt innées chez les nourrissons et puis elles se dégraderaient au cours du développement sous l'effet de l'environnement, puisque l'enfant, en se développant, gagne en autonomie, il est exposé de plus en plus à différents aliments, à des situations où le grignotage est possible, etc. En réalité, les travaux plus récents suggèrent qu'elles sont globalement sous-optimales dès très tôt dans la petite enfance. Finalement, par exemple, quand on arrive à les mesurer un petit peu avant l'âge de 1 an, bah, on s'aperçoit qu'elles sont déjà pas forcément optimales en moyenne hein, sur la globalité des enfants. On sait aussi qu'il existe des grandes différences interindividuelles, ce qui signifie que bah, certains enfants, la majorité des enfants ont des capacités de régulation de l'appétit qui sont pas optimales, mais néanmoins, il y a des grandes différences selon les enfants et certains ont une meilleure régulation de l'appétit que d'autres finalement. Et puis, une dernière chose et qui nous intéresse particulièrement, mais qui va de soi, hein, c'est qu'on sait que les capacités de régulation de l'appétit dans la petite enfance, elles prédisent la corpulence future de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les capacités de régulation de l'appétit pendant la petite enfance et l'obésité plus tard dans la vie, quand les enfants grandissent. Ce qui justifie le fait de s'en préoccuper finalement dès la petite enfance. Donc, en fait, finalement, si on veut comprendre comment favoriser le développement des capacités de régulation de l'appétit, notamment qu'elles soient optimales chez tous les enfants, ben, c'est essentiel déjà d'identifier les facteurs qui peuvent expliquer bah, pourquoi certains enfants ont une bonne capacité de régulation de l'appétit et d'autres non, de comprendre finalement sur quels facteurs on va pouvoir espérer pouvoir agir. Et donc, mon travail s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Pour initier une première étape en fait en ce sens. Et cette première étape, ça a été de mener une recherche observationnelle transversale, c'est-à-dire qu'on va observer à un instant T les capacités de régulation de l'appétit d'un certain nombre de nourrissons. Alors je vous expliquerai comment on fait ça hein, dans la partie méthode.
Et on va aller regarder finalement s'il y a des choses communes chez les nourrissons qui ont des bonnes capacités de régulation de l'appétit ou au contraire s'il y a d'autres choses communes chez ceux qui ont des moins bonnes capacités de régulation de l'appétit. Alors, c'est quand même une petite vigilance, hein. C'est important d'avoir en tête que ce type d'étude-là qu'on a mené ne permet pas de juger du lien de causalité entre deux choses qu'on observe comme étant en lien. Donc, c'est pour ça que je serai très prudente dans mes conclusions. Mais vraiment, il faut voir ça comme une première étape pour déjà identifier des potentiels déterminants, des potentiels facteurs qui pourraient avoir un rôle, et ensuite mener des recherches un peu plus poussées, notamment avec des méthodologies plus lourdes qui requièrent plus de moyens, pour aller chercher si vraiment il y a une relation de causalité ou non. Voilà, alors, donc, comme je vous le disais, l'idée de ce travail, c'est de comprendre quels facteurs peuvent intervenir finalement dans le développement des capacités de régulation de l'appétit. Pour ça, on est allé voir dans la littérature ce qui est connu, et notamment on s'est beaucoup appuyé sur les travaux chez les enfants un peu plus grands. Notamment, il y a plus de travaux à partir de l'âge de 4 5 ans. Et donc, ça nous donne déjà quelques informations. Et notre logique, ça a été de nous dire, ben, les facteurs qu'on connaît comme impliqués dans la régulation de l'appétit chez les enfants plus grands, est-ce que déjà à l'âge de 0 3 ans dans la petite enfance, ils jouent un rôle ou alors est-ce que c'est des facteurs complètement différents? Et donc on a recueilli trois types d'informations sur les enfants, mais aussi leurs parents, en fait, pour caractériser un peu l'environnement aussi dans lequel grandissent les enfants. Et notamment, on a cherché à identifier ce qu'on appelle les pratiques parentales de nourrissage, c'est-à-dire en gros la manière dont les parents nourrissent leur enfant. Puisqu'en fait, globalement, les informations qu'on a nous suggèrent que la meilleure, entre guillemets, hein, manière de nourrir son enfant, alors je dis vraiment entre guillemets, j'entends en ce qui concerne le développement de la régulation de l'appétit, ça va être de diviser les responsabilités entre l'enfant et le parent, c'est-à-dire que l'enfant est le seul à avoir accès à ces signaux internes d'appétit finalement, donc c'est le plus à même de décider des quantités qu'il mange, tandis que le parent, lui, il est responsable des aliments qu'il donne. Donc voilà, en ce sens-là, on sait que le nourrissage, donc on appelle une forme de nourrissage réceptif ou attentif, c'est-à-dire faire attention de respecter les signaux de faim et de rassasiement de l'enfant, ce serait une forme de nourrissage à privilégier. Et bah, toutes les pratiques qui vont être un peu à sens inverse, un peu contraires à cette notion de nourrissage réceptif, par exemple les pratiques bah, les tentatives du parent d'aller essayer, même quand c'est inconscient, hein, de faire manger l'enfant un peu plus, c'est-à-dire de pression pour finir l'assiette ou pour finir le biberon, ou alors au contraire de limiter les quantités ou le type d'aliments que l'enfant va manger, ce qu'on appelle la restriction. On sait que ces pratiques-là, elles vont détourner les enfants de leur capacité innée à réguler leur appétit, plutôt en leur apprenant finalement que les quantités consommées vont pas dépendre de leur propre sensation interne d'appétit, mais plutôt de facteurs externes, par exemple de la portion servie. Donc voilà, on s'est intéressé aux pratiques parentales de nourrissage. On s'est intéressé également au tempérament de l'enfant. En fait, il y a très récemment dans la littérature l'idée que le tempérament joue sur les comportements de régulation de l'appétit. Et aussi, surtout ce qui est récent, c'est qu'ils interviendraient un peu comme modérateurs sur l'effet des pratiques de nourrissage des parents. C'est-à-dire que selon le tempérament de l'enfant, bah, les parents ne vont pas avoir recours aux mêmes pratiques de nourrissage. Et puis aussi, l'enfant ne va pas réagir pareil aux pratiques du parent selon son tempérament. Donc, on s'est intéressé au tempérament de l'enfant, à la fois au tempérament en lien avec les aliments et puis aussi à des dimensions de tempérament plus générales, comme le contrôle inhibiteur qui a largement été associé au statut pondéral ou par exemple aux capacités d'apaisement. Et puis le troisième facteur qu'on a cherché à mesurer, ce sont certaines expositions précoces métaboliques et nutritionnelles. Je vais aller assez rapidement là-dessus, mais voilà, on sait bien que maintenant qu'il y a des événements de vie qui se passent dans la période des 1 000 premiers jours, donc la période de la conception à l'âge de 2 ans, qui sont connus pour entraîner un risque plus élevé pardon, de développer une situation d'obésité plus tard dans la vie. C'est ce qu'on appelle la théorie des origines développementales de la santé et des maladies, connue sous l'acronyme de DOAD. Et donc, on s'est intéressé à certains de ces facteurs, notamment à la prise de poids, au diabète gestationnel, au poids de naissance, et puis à l'allaitement et à l'âge timing de diversification alimentaire, en se disant bah, que ces facteurs précoces, on sait qu'ils entraînent un surrisque d'obésité. Eh bien, est-ce que ça passe par une altération de la capacité de régulation de l'appétit dans la petite enfance ou pas? C'est ça qu'on a cherché à mesurer finalement. Donc voilà, j'ai terminé avec la petite introduction, qui n'était pas si petite que ça, mais je vais passer du coup à la méthode. Donc, ça concerne là vraiment les études que j'ai menées pendant ma thèse. Je vais vous expliquer du coup, avant de vous parler des résultats, de comment est-ce qu'on essaye de appréhender, de mesurer les capacités de régulation de l'appétit chez le bébé et chez les jeunes enfants. Donc en fait, on mesure ces comportements dans une salle dédiée dans notre centre de recherche, donc une pièce dans laquelle on accueille les bébés pour les observer manger, hein, en gros.
Le fait d'être au labo, ça va nous permettre de pouvoir contrôler l'environnement dans lequel on observe les enfants et donc de pouvoir un peu éliminer autant que possible tous les paramètres annexes qui peuvent influencer le comportement alimentaire. Et finalement, ça nous permet d'avoir une mesure plus fiable. Et donc, pour mesurer les comportements alimentaires, on utilise des protocoles précis qui sont validés, qu'on appelle des paradigmes expérimentaux, qui viennent un peu finalement mettre les enfants dans des situations où ils sont challengés sur leur capacité de régulation de l'appétit. Et c'est comme ça qu'on arrive à les mesurer. Donc, on s'est appuyé sur deux protocoles, deux paradigmes différents, c'est deux mesures différentes des capacités de régulation de l'appétit. La première mesure, donc je vais vous l'afficher juste ici, voilà. C'est une mesure qui s'appuie sur le paradigme qu'on appelle le paradigme de la précharge, qui permet de mesurer la capacité d'ajustement énergétique, donc autrement dit la capacité du nourrisson à ajuster les quantités qu'il consomme pendant un repas en fonction de la densité énergétique, donc des calories contenues dans un aliment qu'il a consommé juste avant le repas. Je vous montre après juste en détail, enfin un peu plus en détail avec un schéma, ça vous permettra de mieux comprendre avec la visualisation. La deuxième mesure, elle s'appuie sur un autre paradigme qui s'appelle le paradigme d'accès libre, qui permet de mesurer ce qu'on appelle la propension à manger en l'absence de faim, donc à manger des aliments très appétissants juste après un repas, malgré la satiété. Cette mesure, elle vient capturer deux aspects qui sont distincts, qui sont impliqués dans la régulation de l'appétit. Donc on a non seulement la sensibilité et réceptivité des enfants à leurs signaux internes d'appétit, ça c'est aussi mesuré par le premier paradigme. Et puis, ce deuxième paradigme, il mesure aussi en plus la mesure dans laquelle les enfants sont réceptifs plutôt aux signaux externes, notamment aux signaux alimentaires, puisqu'on vient exposer ici les enfants dans cette situation à des aliments qui sont globalement très appétissants. Donc, on a mené deux études différentes, une pour chaque mesure que je viens de vous présenter. La première était menée avec 74 nourrissons âgés de 11 mois, donc pour mesurer la capacité d'ajustement énergétique. Et puis la deuxième était réalisée auprès de 66 enfants un peu plus grands, donc âgés de 2 ans, en fait, de 24 à 36 mois. Alors, je vous fais une petite slide pour vous présenter la première mesure, donc la mesure de capacité d'ajustement énergétique, qui se mesure par le paradigme de la précharge. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? Bah, on invite des nourrissons de 11 mois au laboratoire avec un de leurs parents pour deux sessions pendant le temps de midi, à quelques jours d'intervalle. Les deux sessions, elles sont organisées pareil, c'est-à-dire que l'enfant reçoit d'abord un aliment avant le repas, qu'on appelle un aliment précharge. Ici, au vu de l'âge de l'enfant, c'était une purée de carottes, donc que l'enfant mange entièrement. Ensuite, après cette précharge, on fait une pause de 25 minutes. Et après cette pause, l'enfant mange un repas que le parent donne à la cuillère. Donc ici, c'était d'abord une purée de légumes et puis ensuite une compote. Il y a quand même une petite différence entre les deux sessions. C'est qu'à l'une des sessions, bah, la purée de carottes, elle va être nature, donc faible en calories. Et sur la deuxième session, eh ben, la purée de carottes, elle va être enrichie avec de l'huile, donc plus forte en calories. Et on va aller mesurer, grâce à des balances alimentaires notamment, quelle quantité et les calories que l'enfant mange au moment du repas, et notamment si l'enfant est capable de diminuer les quantités qu'il mange pendant le repas en fonction des calories que contenait la précharge. Donc s'il diminue les quantités du repas le jour où la précharge, la purée de carottes, était enrichie en huile ou pas. Et donc ce paradigme, il nous permet d'aller mesurer un score qu'on appelle le score complexe. Et globalement, si ce score il est de 100%, ça signifie que l'ajustement énergétique il est parfait. Ça veut dire que l'enfant il a mangé au total sur la session, donc purée de carottes plus repas, le même nombre de calories lors des deux sessions. Donc il a bien réussi à ajuster son apport sur les deux sessions. Vous voyez quand même ici les difficultés méthodologiques hein, pour réussir à avoir cette mesure parce que bah, pour avoir un score complexe pour un enfant, un nourrisson, on se base sur deux sessions déjà par enfant. Euh, un des prérequis aussi pour avoir la mesure, c'est que l'enfant il mange la précharge totalement pour qu'on ait quand même assez de différence énergétique en fait entre les deux sessions. Et finalement, bah, quand on travaille avec des bébés, bah, ça arrive très régulièrement qu'ils soient malades, qu'ils puissent pas venir à l'une des deux sessions, ou qu'il n'ait pas envie de manger, par exemple, la purée de carottes, et on peut pas y faire grand-chose. Donc c'est vrai qu'avec ce type de mesure, on a quand même beaucoup de pertes de données. Et pour arriver à avoir les plus de 70 données exploitables dont je vous ai parlé,
On a regroupé des données qui viennent de deux études différentes, donc la moitié menée pendant ma thèse et l'autre moitié qui avait été menée par une autre doctorante précédemment qui s'appelle Pauline Bruguière. Donc voilà comment on mesure la capacité d'ajustement énergétique chez les nourrissons. Et ensuite, pour la propension à manger en l'absence de faim, que j'appellerais plus simplement la consommation en l'absence de faim, bah, ici en pratique, les parents et les enfants, ils étaient invités au laboratoire pendant le temps de midi. On avait une première phase de familiarisation quand ils arrivaient, hein, pour que l'enfant il s'acclimate à l'environnement, parce que bon, à l'âge de 2 ans, ils sont pas toujours hyper fans d'arriver dans un nouvel endroit. Donc suite à cette phase, bah, l'enfant, on lui proposait un repas qu'il mangeait à volonté, avec vraiment l'objectif qu'il arrive à rassasiement à la fin du repas. Après le repas, on faisait une petite pause de 10 minutes. Et ensuite, après le repas, on exposait les enfants à une situation de consommation en l'absence de faim, c'est-à-dire qu'on amenait un plateau d'aliments qu'on déposait sur une table basse. Il y avait aussi des jeux en parallèle dans la pièce et on disait à l'enfant qu'il peut manger s'il veut et qu'il peut aussi jouer s'il veut. Et donc on le laisse pendant 10 minutes et on regarde finalement les quantités que l'enfant va manger pendant ces 10 minutes, s'il mange ou pas, et puis les quantités qu'il mange, ce qui nous permet d'avoir une mesure quantifiée finalement de la consommation en l'absence de faim. Donc juste pour vous donner une petite idée de ce qu'il y avait sur le plateau, donc on avait à la fois des chips et des gâteaux et aussi des fruits et des légumes. Donc c'est les chips et les gâteaux dont je vous parlais tout à l'heure qui sont des aliments très appétissants. Allez, on passe donc aux résultats. Déjà, dans un premier temps, en termes de caractérisation des capacités de régulation de l'appétit, puisque je vous le disais, c'est quelque chose qu'on connaît quand même assez peu, hein, chez des enfants aussi jeunes, surtout dans un contexte français. Alors, la première chose, c'est que globalement, pas trop de surprise, mais on observe que les capacités de régulation de l'appétit, elles sont plutôt sous-optimales dès la petite enfance. Effectivement, on voyait qu'à l'âge de 11 mois, bah, les nourrissons avaient une capacité d'ajustement énergétique qui n'était que très partielle. En fait, globalement, ils sous-compensaient. Ça veut dire que, bah, en moyenne, ils mangeaient plus de calories sur la session où la purée de carottes était enrichie en huile par rapport au jour où elle était nature, où elle n'avait pas d'huile. Deuxième chose, on s'est rendu compte que bah, dès l'âge de 2 ans, le fait d'avoir un accès libre à des aliments juste après le repas, ça conduit à une consommation chez la majorité des enfants, chez 88% des enfants, avec une consommation moyenne qui était quand même assez conséquente, hein, de 43 calories. Voilà, là, ça montre bien, ça illustre que le risque de surconsommation, finalement, en cas d'exposition à des aliments après un repas, bah, il existe dès le plus jeune âge. Si on regarde un petit peu plus en détail les capacités d'ajustement énergétique, donc la première mesure, en fait, on s'est rendu compte, pareil, pas étonnant parce que je vous l'ai dit en introduction, qu'il y a de très grandes variations selon les enfants. Finalement, quand on décortique un peu la mesure, bah, on voit qu'on a bon, quand même la majorité des enfants qui démontrent une sous-compensation. On en avait 55 sur les 74. On voit qu'on en a seulement 3 qui ont une compensation quasi parfaite, donc autour de 100%. Et on voit qu'on a quand même 16 enfants qui ont une surcompensation. Donc, complètement à l'inverse, c'est-à-dire que eux, ils réduisent trop le rapport du repas en réponse à la purée enrichie en huile. Alors ça reflète probablement un autre type de capacité de régulation de l'appétit pas optimale, traduit plutôt des profils de petits mangeurs a priori, donc pas forcément à risque de développer une situation de surpoids ou d'obésité. Et c'est pour ça enfin, je ne me suis pas vraiment intéressée à ces profils-là dans mes travaux, mais néanmoins, voilà, assez important de le souligner, puisqu'ils pourraient faire l'objet bien sûr d'une attention particulière, hein, au même titre que la sous-compensation. Ensuite, sur la situation de consommation en l'absence de faim, donc la deuxième mesure. Si on s'intéresse à quels sont les aliments que les enfants ont mangé dans le contexte d'absence de faim, donc juste après le repas, eh ben on voit finalement que les enfants, ils mangeaient en moyenne plus d'aliments sucrés que d'aliments salés, ce qui est assez cohérent avec le timing post-repas, hein, finalement, puisque bah, dans un contexte culturel français, c'est plutôt associé à du sucré. Et par contre, quand on regarde plutôt en termes de aliments, des calories que contiennent les aliments que les enfants ont mangés, et ben, on s'aperçoit que les enfants, ils mangent en moyenne autant de chips et de gâteaux que de fruits et légumes. Donc ça, c'est assez important parce que ça nous montre que bah, dans un contexte d'absence de faim, finalement, ces fruits et légumes, donc ces aliments qui sont moins caloriques, ils sont tout aussi pertinents pour les enfants. Et donc vraiment ici, ça souligne le fait que finalement, quand les enfants sont confrontés à de telles situations de grignotage, eh ben, on peut se dire que proposer des aliments à faible densité énergétique, donc par exemple des fruits et des légumes, bah, ça peut être une stratégie pour limiter les risques de surconsommation puisque ces aliments sont pertinents pour les enfants.
Voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne du coup vraiment le cœur du travail, qui était d'identifier des déterminants précoces de régulation de l'appétit que j'ai appelé potentiels déterminants, toujours dans l'idée que c'est un travail transversal, hein, donc qui permet d'identifier, être une première étape pour identifier ces déterminants, mais que ça nécessite d'être creusé secondairement. Donc le premier potentiel déterminant qu'on a identifié, ça concerne les pratiques de nourrissage, pratiques parentales de nourrissage, et notamment les pratiques relatives à la restriction, donc quand le parent restreint les quantités ou le type d'aliments que son enfant mange. Alors, pour vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on a trouvé, en fait, finalement, comme on en avait fait l'hypothèse, hein, effectivement, on a observé qu'à l'âge de 2 ans, les enfants qui avaient une plus forte consommation en l'absence de faim, c'était aussi ceux dont les parents déclaraient avoir davantage recours à la restriction, et notamment à une forme particulière de restriction, qui est la restriction plutôt qualitative, qui est liée au type d'aliments consommés. Alors ça, c'est un résultat très important, parce que déjà, ça confirme que ce lien entre pratique du parent, entre restriction et comportement alimentaire de l'enfant, ce lien-là, il se met en place très très tôt dans le développement. Par contre, donc on sait chez les enfants plus grands que c'est vraiment la restriction du parent qui va venir altérer le comportement alimentaire de l'enfant, et notamment parce que la restriction enfin, probablement quand un aliment il est restreint, ça augmente aussi sa désirabilité, hein, pour l'enfant, et donc in fine la consommation en l'absence de faim. Donc c'est très bien décrit dans la littérature chez les enfants plus grands que c'est la restriction du parent qui voilà, va un peu altérer le comportement de l'enfant en entraînant le développement de davantage de comportements de consommation en l'absence de faim. Néanmoins, ici, avec nos données transversales, donc à un instant T et en sans suivi, nous, on ne peut pas vraiment savoir si déjà à ce jeune âge-là, les enfants mangent plus en l'absence de faim parce qu'ils sont restreints, ou alors si cette relation, elle signe simplement le fait que les parents restreignent un peu plus leur enfant, déclarent restreindre un peu plus leur enfant, aussi parce que l'enfant, il a plus de comportements de consommation en l'absence de faim. Ça aussi, c'est tout à fait une possibilité. Mais bon, dans tous les cas, ici, en fait, peu importe ce qui est la cause, qui est l'effet, finalement, on voit que la relation, elle se met en place très très tôt dans le développement. Et voilà, je voulais simplement souligner probablement que l'âge de 2 ans, il est aussi un peu charnière, parce qu'à cet âge, il y a aussi l'émergence de la néophobie alimentaire, hein, qui peut mettre le parent un peu en difficulté, le pousser à chercher des stratégies pour que l'enfant mange pas toujours la même chose ou pas uniquement ce qu'il aime. Donc par exemple de la restriction. Et on sait que cette restriction, à son tour, une fois qu'elle est mise en place, quand l'enfant grandit, elle va venir être un peu plus néfaste pour les comportements de consommation en l'absence de faim, donc la régulation de l'appétit. Et voilà, comme ça peut aussi être un signe finalement que cette relation, elle se met en place dès la petite enfance. Et voilà aussi pour dire que toutes ces relations, c'est quelque chose de dynamique et et qu'on met en évidence qu'elles se mettent en place tôt dans le développement, pardon. Ensuite, au-delà de ça, on a aussi regardé le niveau d'accessibilité des aliments au domicile. En gros, est-ce que les aliments sont rangés dans les placards ou est-ce que l'enfant peut se servir tout seul? C'est caricaturé, mais c'est globalement ça. Avec l'idée que, voilà, toujours pareil, autour de l'âge de 2-3 ans, c'est un peu un âge charnière où l'enfant il gagne beaucoup d'autonomie dans ses déplacements, il commence à manger plus seul, etc. Donc on s'est dit que le degré de contrôle du parent de dans quelle mesure les aliments sont accessibles pour l'enfant ou pas à la maison, il pourrait avoir son importance, à la fois évidemment dans les comportements de consommation en l'absence de faim, mais aussi dans le fait que le parent ait besoin ou non d'appliquer de la restriction. Ce qu'on a vu ici, c'est que effectivement, lorsque les aliments sont facilement accessibles, donc c'est la droite que vous voyez en rouge, finalement, il y a un lien très fort entre la restriction du parent et la consommation en l'absence de faim. C'est-à-dire que quand les aliments sont facilement accessibles, plus la restriction du parent augmente, plus la consommation en l'absence de faim augmente, et vice-versa. C'est ce qu'on vient d'illustrer juste avant. Mais finalement, cette association, elle s'affaiblit lorsque l'accessibilité des aliments, elle est modérée. Donc c'est ce que vous voyez en violet. Vous voyez que la droite, elle descend un petit peu. Donc on voit que la relation, elle s'affaiblit selon le niveau d'accessibilité des aliments. Et même en bleu, vous voyez que cette relation, elle disparaît quand l'accès aux aliments, il est faible, limité. Donc ce qui veut dire en fait, alors j'ai oublié de vous mettre les petites légendes. Voilà, je les affiche. En fait, ça veut dire que quand l'accès aux aliments il est limité, donc globalement quand les aliments sont rangés dans les placards, pour schématiser encore une fois, le parent il n'a pas besoin d'appliquer de la restriction, ou alors il n'y a même pas de comportement de consommation en l'absence de faim de la part de l'enfant, et donc pas de début de la relation, pas de début de relation entre restriction et consommation en l'absence de faim qui se met en place. Donc vraiment, ça met en évidence que
cette forme de contrôle en fait finalement du parent qui est masqué hein, à cet âge-là, et ben c'est un environnement un peu favorable qui permet que la relation restriction et consommation de l'absence de faim se mettent pas en place. Alors petite vigilance quand même à ce sujet parce que ça c'est vrai pendant la petite enfance pour les enfants de 2 ans, mais après chez les enfants plus grands on sait que ça marche pas tout à fait comme ça parce que quand ils grandissent, ils deviennent conscients de la restriction, entre guillemets, enfin du contrôle, même quand il est sous une forme un peu cachée, comme ça, c'est pas de la restriction directe, mais c'est limiter l'accès aux aliments. Et finalement, ça aurait plutôt des effets inverses de renforcer les comportements de consommation en l'absence de faim, puisqu'en fait, finalement, ça redevient un peu comme de la restriction. Donc voilà, je voulais juste souligner ici que l'importance de limiter l'accessibilité des aliments, c'est valable à l'âge de 2 ans, pas forcément valable après plus tard dans le développement. Donc voilà, ça illustre aussi finalement, quand on doit fournir des messages de santé publique, on s'aperçoit que c'est pas si facile de fournir des recommandations universelles pour les enfants, mais voilà, évidemment, il faut qu'elles évoluent en fonction des stades de développement de l'enfant, et ça rend forcément les choses encore plus complexes pour les parents, évidemment. Allez, je passe au deuxième déterminant qu'on a pu identifier, donc qui concerne cette fois, qui était plutôt du côté des expositions métaboliques précoces et qui était plus spécifiquement le poids de naissance, qui est évidemment un facteur de risque d'obésité connu, hein. Par exemple, dans les cohortes françaises, je crois que c'est la cohorte Constance qui montre par exemple un poids de naissance élevé est un facteur de risque d'obésité ou encore un poids de naissance plus faible, par exemple chez les prématurés. Voilà. Ce poids de naissance, c'est vraiment oui, facteur de risque précoce d'obésité. Et nous, concernant la régulation de l'appétit, ce qu'on a pu observer, c'est que à l'âge de 11 mois, les nourrissons qui sont nés avec un poids de naissance plus bas, ils avaient une moins bonne capacité d'ajustement énergétique. En fait, on sait que ces nourrissons qui sont nés avec un poids de naissance bas, ils sont probablement exposés à des pratiques de nourrissage un peu particulières pendant le début de la vie pour essayer d'encourager qui prennent un peu plus de poids, un rattrapage de croissance. Donc, par exemple, des pratiques comme un peu de pression pour qu'ils finissent le biberon. Et voilà, comme je vous l'expliquais, on peut se dire que ces pratiques, elles peuvent un peu éloigner les nourrissons de leurs signaux de faim et de satiété. Et du coup, ça pose la question vraiment de comment est-ce qu'on peut trouver un bon équilibre entre les effets positifs de ce rattrapage de croissance, qui est évidemment essentiel pour le développement cognitif, notamment chez les prématurés, et essayer de voilà, équilibrer ça avec, en limitant les effets négatifs sur le développement de la régulation de l'appétit. Donc finalement, par exemple, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aurait une plage ou un seuil de rattrapage de croissance, entre guillemets, adéquat pour équilibrer tout ça? Ou alors, si on voit les choses un peu autrement, comment est-ce qu'on peut permettre un rattrapage de croissance tout en ayant des pratiques un peu plus réceptives et attentives? Est-ce que c'est possible? Enfin voilà, ça ouvre vraiment tout un champ de questionnement. On a poussé un petit peu les analyses et de manière intéressante, on s'est rendu compte que au-delà du poids de naissance, l'évolution de la corpulence depuis la naissance pouvait jouer aussi un rôle important. Concrètement, ce qu'on a observé ici, donc vous voyez sur le graphique en bleu, ce sont tous les enfants qui sont nés avec un poids de naissance plutôt faible. Et bien, parmi ces enfants, ce sont ceux qui ont la corpulence la plus élevée à l'âge de 11 mois, qui ont les moins bonnes capacités d'ajustement énergétique. Et à l'inverse, chez les enfants qui sont nés avec un poids de naissance élevé en rouge, ce sont les enfants qui sont nés donc ce sont ceux qui sont nés avec un poids de naissance élevé. Ce sont ceux qui ont la corpulence la plus faible à l'âge de 11 mois, qui ont aussi des moins bonnes capacités d'ajustement énergétique. Donc finalement, si on résume ça, on montre ici que ce sont les nourrissons qui ont pardon, je vais reprendre ma phrase. Donc, les nourrissons qui ont les moins bonnes capacités d'ajustement énergétique, et voilà, ce sont ceux qui ont changé de trajectoire de croissance, entre guillemets, hein. Ce sont ceux qui sont passés d'un poids de naissance faible à une corpulence élevée à l'âge de 11 mois, ou à l'inverse, qui sont nés avec un poids de naissance plutôt élevé et qui ont une corpulence plus faible à l'âge de 11 mois. Donc, voilà un deuxième résultat assez intéressant. Je vais vous parler ensuite, je vois que je suis un petit peu en retard, donc je vais essayer d'accélérer, d'une autre partie vraiment que j'ai adorée dans mon travail. Ça a été d'essayer d'analyser de manière plus fine le comportement des enfants pendant la situation d'absence de faim. Donc, essayer d'avoir un peu plus d'informations sur leur comportement au-delà de juste la quantité et les calories qu'ils ingèrent pendant les 10 minutes où ils ont ce plateau d'aliments à disposition devant eux. Et notamment, on a voulu regarder leur comportement vis-à-vis des aliments. Parce que voilà, on avait des aliments qui étaient quand même assez appétissants, des chips, des gâteaux. Et donc, on voulait voir si les enfants se comportaient tous de la même manière face à ces aliments.
Est-ce que leur comportement était lié aux quantités qu'ils mangeaient, etc. Donc pour ça, on a regardé les enregistrements vidéo de nos 66 enfants, donc pendant les 10 minutes pendant lesquelles ils avaient le plateau à disposition après le repas. Et en regardant les vidéos, on a identifié chaque comportement en lien avec les aliments. Et ensuite, on a quantifié ces comportements en comptant le nombre de fois que l'enfant manifestait chaque comportement pendant les 10 minutes. Globalement, on s'est rendu compte qu'il y avait différents types de comportements qu'on pouvait regrouper en trois grandes catégories. Alors, d'une part, les comportements qui sont plutôt physiques, c'est-à-dire quand l'enfant touche un aliment, par exemple. Ensuite, les comportements plus passifs, par exemple quand l'enfant regarde un aliment ou qu'il tire une chaise pour venir s'asseoir devant le plateau d'aliments. Toujours très, très mignon et drôle à observer. Et finalement, on avait un troisième type de comportement aussi qui était plus des comportements d'ordre émotionnel et sociaux. Donc, par exemple, des réactions positives ou négatives vis-à-vis des aliments. Aussi, quand l'enfant interagissait avec le parent au sujet des aliments ou alors nommait les aliments. Et ce dernier groupe-là de comportements, donc émotionnels et sociaux, il n'était pas du tout lié à la consommation. C'est-à-dire que les enfants qui exprimaient beaucoup ces comportements-là, ce n'étaient pas forcément ceux qui mangeaient le plus. Alors que pour les comportements physiques et passifs, donc quand les enfants touchaient ou regardaient les aliments, bah là, clairement, si, ceux qui exprimaient plus ces comportements, c'était aussi ceux qui mangeaient le plus. Ensuite, on a identifié différentes typologies comportementales. En fait, comme je viens de vous l'expliquer, la plupart des enfants, donc les deux tiers, ils avaient un comportement typique, c'est-à-dire que plus ils interagissaient avec les aliments, en physique, en passif, plus ils mangeaient de calories pendant la situation d'absence de faim. En revanche, on avait deux autres minorités d'enfants et une première que je vous ai mise en rouge ici, qui était des enfants qui avaient une consommation plutôt automatique, c'est-à-dire qu'ils mangeaient beaucoup de calories mais sans forcément interagir avec les aliments, donc en jouant par exemple. Alors je vous ai mis une petite vidéo pour illustrer. Voilà, vous avez par exemple cet enfant, vous allez voir que il va retourner jouer et finalement il va pas beaucoup interagir avec les aliments. À noter que dans ce profil-là, c'était surtout des garçons. Et donc ici, ce profil de comportement, il peut un peu amener à se questionner, à se dire que bah, probablement c'est des enfants qui sont peut-être un peu plus à risque de surconsommer, surtout compte tenu de notre environnement alimentaire hein, qu'on qualifie de pléthorique, obésogène, c'est-à-dire qu'on a quand même globalement les aliments, pas toujours les aliments, des aliments euh, à 100% sains, qui sont facilement accessibles et qui sont un peu tout le temps dans notre environnement. Donc voilà pour ce profil-là. Et puis ensuite, on a un deuxième profil, un troisième pardon, profil d'enfant qu'on a pu identifier, qui est un profil un peu inverse, qui est un profil d'enfant qui était surtout féminin, là, qui était caractérisé par une faible consommation, mais malgré une forte réactivité envers les aliments. Donc je vous ai mis ici une petite fille en exemple. Vous voyez que cette petite fille, elle va beaucoup interagir avec les aliments. Donc au début, elle va les toucher, mettre à la bouche. Finalement, elle va reposer. Puis après, elle va voilà, un peu hausser des épaules, hein. Et finalement, ça va se finir par une petite danse. Donc voilà, un enfant qui est très réactif vis-à-vis des aliments et qui pourtant ne consommait pas beaucoup de calories pendant la situation d'absence de faim. Donc vraiment, ça, ces résultats, ils nous amènent à penser qu'il faudrait creuser un peu plus loin hein, pour aller comprendre qu'est-ce qui fait que les enfants ont des profils comme ça, plutôt à risque ou plutôt qui les protègent de la surconsommation. Là, on n'a pas vraiment eu d'éléments pour expliquer ça, hein, si ce n'est que les filles étaient globalement plus familières avec les fruits et les légumes proposés sur le plateau. Donc, probablement, ça peut aussi expliquer qu'elles aient tourné un peu leur consommation un peu plus vers ces aliments-là par rapport aux garçons et qu'elles soient un peu plus du coup dans le profil bleu. Et puis, une dernière chose sur ces analyses, c'est aussi qu'on s'est aperçu que la relation entre la restriction que le parent déclare appliquer de manière générale et la réactivité des enfants vis-à-vis des aliments qu'on a observés là sur les vidéos, et ben en fait, cette relation, elle était différente chez les filles et chez les garçons. Et notamment, il y avait un lien positif entre restriction et réactivité uniquement chez les filles et pas chez les garçons. Donc en gros, ça suggère que des pratiques de nourrissage qui sont genrées. Plus les filles sont réactives, plus les parents appliquent de la restriction, mais par contre pas chez les garçons. Donc ça interpelle un peu, mais finalement, c'est pas si surprenant, puisqu'on sait que les pratiques de nourrissage, pardon, elles sont genrées même dès le plus jeune âge. Par exemple, on sait que les parents de garçons commencent la diversification alimentaire plus tôt. Voilà. Et puis là où ça interpelle aussi un petit peu, c'est en lien avec le fait qu'on sait que bah, la restriction renforce les comportements de consommation en l'absence de faim, qui eux-mêmes plus tard sont liés au développement de troubles du comportement alimentaire, qui eux-mêmes sont plus prévalents chez les filles. Et donc bon, même si les troubles du comportement alimentaire sont vraiment pas le centre de mon propos, hein, puisque c'était pas le but, c'est d'étudier les déterminants précoces des TCA, mais ici on se dit voilà peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue dans cette dynamique restriction-réactivité dans la petite enfance. Donc voilà, je ne développerai pas plus là-dessus aussi parce que je ne suis pas forcément experte sur ce point.
Et donc, je passe à la conclusion avec deux messages clés. Le premier, c'est que bah, ce sont des travaux qui sont assez novateurs. Et en recherche comme ça expérimentale, on a besoin d'avoir une convergence de preuves pour s'assurer de ce qu'on affirme. On peut les généraliser parce qu'on travaille avec des petits échantillons. Et aussi que nos populations, elles viennent au labo. Nos populations qui viennent au labo, pardon, elles sont pas toujours hyper représentatives de la population générale. Ce qui rend pas les travaux moins pertinents pour essayer d'identifier des choses. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que c'est un premier travail qui nécessite d'être poursuivi pour confirmer l'implication de ces déterminants potentiels qu'on a identifiés, donc notamment le poids de naissance et la restriction. Et puis un deuxième message, c'est que la prochaine étape, ce serait aussi de se dire, bah, au-delà d'identifier ces déterminants, est-ce qu'on peut agir dessus? Est-ce qu'on peut, par exemple, améliorer les capacités de régulation de l'appétit dès la petite enfance, par exemple avec des interventions qui encouragent le développement de pratiques de nourrissage plus réceptives? Et donc, en ce sens, je voulais juste vous montrer avant de conclure un des travaux qui est fait actuellement à Dijon. C'est donc sur la base de l'actualisation du PNNS de 2019. Donc, les recommandations nationales françaises, elles intègrent depuis ça un peu plus certains conseils de nourrissage réceptif. Ces recommandations, elles ont été traduites au grand public dans un guide à destination des parents qui avait été réalisé par Santé publique France et aussi sur l'appui du travail mené au sein de l'équipe de recherche du CSGA par Sophie Niklos, Camille Schwartz et Sophia Desrosso. Et donc, actuellement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une étude qui est en cours sous la forme d'un essai contrôlé randomisé pour évaluer si la diffusion de ces recommandations alimentaires pour les 0-3 ans, alors la diffusion via une application pour smartphone qui permet finalement de fournir des conseils réguliers aux parents sur la diversification alimentaire, mais surtout au moment opportun, c'est-à-dire juste avant que le parent en ait besoin. Et aussi, donc, l'information vient aux parents, c'est pas le parent qui a besoin d'aller chercher l'information. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser une application pour smartphone. Et donc l'idée, c'était de pouvoir fournir des conseils aux parents de manière régulière, donc du début de la diversification alimentaire aux 3 ans de l'enfant, et de voir si effectivement bah, la diffusion de ces recommandations est efficace pour, dans un premier temps, permettre aux parents d'avoir des pratiques de nourrissage plus réceptives. Du coup, à son tour, est-ce que ça permet aux enfants de développer des comportements alimentaires plus favorables, dont la régulation de l'appétit? Et in fine, de par tout ça, essayer de prévenir l'établissement de l'obésité infantile, qui est évidemment l'objectif principal. Donc cette étude, elle a commencé en 2020. Les résultats ne sont pas encore disponibles parce que bah, on a mis 2 ans pour trouver les 330 familles qui constituent la cohorte. Et puis ensuite, elles sont suivies donc, de la naissance aux 3 ans de l'enfant. Donc ça prendra un petit peu de temps, mais je vous ai mis un petit QR code qui renvoie à l'article scientifique qui décrit le protocole de l'étude si vous voulez plus d'informations. Voilà, et donc ma dernière diapositive. Donc en conclusion, je dirais bah, on a identifié deux potentiels déterminants précoces de la régulation de l'appétit qui pourraient jouer un rôle dans le développement, dans leur développement. Donc le poids de naissance et les pratiques de nourrissage, notamment la restriction. Alors ça ne veut pas dire que les autres facteurs qu'on a étudiés n'ont pas de rôle, mais simplement on n'a pas pu mettre en évidence de rôle, en tout cas avec notre étude. Donc toujours avec la prudence et l'humilité dont on peut faire preuve pour pas généraliser ces résultats avant d'avoir des preuves complémentaires. Mais quand même néanmoins, si on veut aller plus loin en se projetant en termes de santé publique, qu'est-ce que ça veut dire ces résultats? Alors premièrement, pour le poids de naissance, bah, on ne peut pas vraiment agir dessus. Et ça nous permettrait de pouvoir identifier les enfants qui seraient plus à risque de développer des capacités de régulation de l'appétit moins optimales. Et potentiellement aussi, ça nous fait réfléchir sur les pratiques de nourrissage qu'on emploie, notamment chez les enfants nés avec un poids de naissance plus faible. Voilà. Et puis, pour les pratiques de nourrissage restrictives, là, clairement, quand on aura plus de preuves, qu'on aura mieux compris les effets de la restriction, bah, on pourrait envisager d'intégrer des conseils dans les recommandations nationale. Mais voilà, ça nécessite vraiment de mieux comprendre ça. Aussi parce que j'en ai pas parlé pour l'instant, mais nos résultats montrent aussi qu'il pourrait y avoir des effets différents de la restriction, d'une part selon le type de restriction. Donc, on a vu que la restriction liée au type d'aliment pouvait être un peu, entre guillemets, néfaste. Ce serait pas forcément le cas, en tout cas, on l'a pas démontré pour d'autres types de restrictions, par exemple la restriction qui est liée aux quantités. Et d'autre part, les effets de la restriction pourraient être différents aussi selon l'âge de l'enfant. Et par exemple, bon, à 11 mois, on n'a pas trouvé les mêmes résultats qu'à l'âge de 2-3 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment à creuser un petit peu plus avant d'envisager de pouvoir fournir des conseils et de les intégrer dans les recommandations alimentaires. Mais voilà, c'était des pistes que je voulais donner. Je vais simplement conclure. Donc ça, c'est une liste des valorisations que j'ai faites pendant ma thèse et surtout en remerciant les collègues et les partenaires avec qui j'ai pu travailler et qui ont rendu ce travail possible, et notamment Sophie Niklos, qui était ma directrice de thèse. Voilà, et je laisse un petit peu de temps pour les questions. Désolée, j'ai un petit peu débordé. Merci Camille.
Très intéressant. Alors, on a déjà quelques questions. Tout à l'heure, quand vous parliez donc du premier potentiel déterminant par rapport à l'accessibilité des aliments, donc il y a une Oui. question qui dit, donc il y a certains parents qui laissent accès et qui n'interdisent pas. Quel impact ça a, ça? Et ben justement, ce qu'on montre, c'est que quand les parents laissent l'accès, et ben ça va faire que la relation, enfin que les parents vont être amenés à devoir mettre en place de la restriction. Ça va du coup commencer, initier la relation finalement entre restriction et consommation en l'absence de faim. Et donc finalement, en fait, quand les parents laissent accès aux aliments, bah, ça peut engendrer bah, le fait que cette relation elle commence à se mettre en place et qu'ensuite au cours du développement, elle se maintienne et qu'elle soit du coup un peu négative hein, pour le développement du comportement alimentaire. Voilà, j'espère qu'il a été clair. Oui. On a une autre question. Est-ce que les aliments, pendant l'étude, étaient présentés avec leur packaging? Non, on avait enlevé le packaging justement parce que c'est un de ces facteurs annexes dont je vous ai parlé et qu'on essaye de s'affranchir hein, quand on travaille en laboratoire. Hmm. Donc non, non, les aliments étaient présentés sans packaging pour pas que le packaging ait de l'influence sur la consommation, parce qu'évidemment, ça peut rendre les aliments plus intéressants aussi. Oui. Hmm. Est-ce que vous savez si les bébés qui ne consomment que du lait ont un meilleur ajustement énergétique que ceux que vous avez étudiés qui ont une alimentation solide? Non, non, c'est pas ça. Je pense que, en fait, je vous ai parlé d'une différence d'informations dans la littérature qui concerne, enfin, avec des premiers travaux qui étaient menés plutôt dans les années 90 et qui montraient que les capacités de régulation de l'appétit étaient plutôt innées. Ces travaux-là, ils ont surtout été menés avec des enfants qui étaient justement nourris exclusivement au lait, donc avant l'âge de la diversification alimentaire. Et donc là, qui montrait plutôt des bonnes capacités de régulation énergétique. Et effectivement, quand on étudie ces capacités de régulation de l'appétit plus tard dans le développement, et notamment après la diversification alimentaire, on se rend compte qu'elles sont plutôt, enfin, moins optimales. Après, je ne pourrais pas vous dire, je pense que les travaux ne permettent pas de le dire dans la littérature, si bah, c'est les aliments solides enfin, le fait qu'on introduise les aliments solides qui viennent détériorer un peu les capacités de régulation de l'appétit. Mais voilà les éléments que je peux apporter. Est-ce que, du coup, dans votre expérience, vous avez observé s'il y avait des différences selon si l'enfant était accompagné de son papa ou de sa maman? Alors, on n'a pas du tout cherché à mesurer ça, ce qui serait intéressant hein, aussi, tout simplement parce que bon, globalement, les enfants viennent surtout avec leur maman. Finalement, on a très peu de papas. Mais on pourrait envisager de conduire des études où on impose un certain nombre de papas, un certain nombre de mamans. Mais non, du coup, on n'a pas du tout pris en compte ça aussi dans les pratiques de nourrissage qu'on a mesurées. C'est les pratiques de nourrissage du parent qui est venu avec l'enfant. Donc souvent la maman, et on n'a pas cette distinction entre les pratiques du papa ou les pratiques de la maman. Est-ce que vous avez vu des résultats différents selon le type d'allaitement, maternel ou non, ou le suivi ou non des recommandations en termes d'âge de diversification alimentaire? Mm. Alors l'allaitement, c'est effectivement quelque chose qu'on a essayé de mesurer. Je vous parlais enfin, quand je vous ai présenté les différents facteurs hein, potentiels déterminants qu'on a mesurés, il y avait l'allaitement. Alors dans nos études, on n'a pas trouvé de différence sur les capacités de régulation de l'appétit selon si l'enfant était allaité ou non et selon aussi le temps d'allaitement, l'intensité de l'allaitement. Néanmoins, ce que je peux dire, bon, je pense que ces effets-là du nourrissage, enfin, notamment de l'allaitement, ils sont probablement, c'est des effets qui sont très peu, comment dire, qui sont très vite dilués, qui sont finalement peu puissants, enfin pas très forts par rapport à d'autres facteurs. Et donc probablement qu'on n'arrive pas à le mettre en évidence avec des tout petits échantillons comme on a là, nous, dans nos études expérimentales en labo. La littérature suggère qu'effectivement, il y aurait un lien. Enfin, en fait, on sait bien que l'allaitement, c'est connu pour permettre de développer des meilleures capacités de régulation de l'appétit, notamment parce qu'il y a, enfin, c'est l'enfant qui décide des quantités qu'il mange hein, quand il est allaité. Mais nous, sur nos mesures de régulation de l'appétit, enfin, comme on les mesure là au labo, on voit pas de lien. Et je crois que dans la littérature, c'est non, enfin, je crois qu'il n'y a qu'une étude qui a réussi à mettre en évidence un lien et ils avaient vraiment un plus grand nombre d'enfants. Donc voilà.
On a aussi un message qui nous dit donc que la présentation est très intéressante et qui demande si la diversification genrée est documentée. Est-ce que là, dans la biblio que vous avez présentée, il y a de la ressource? Oui, sur le fait que les parents peuvent appliquer différentes manières de nourrir l'enfant selon le genre de l'enfant, oui. Par exemple, je vous ai parlé du fait qu'on sait que la diversification alimentaire commence de manière plus précoce chez les garçons que chez les filles, en moyenne, hein, bien évidemment. Ça a été documenté par des travaux qui ont été faits aussi dans notre équipe de recherche par Marie Bournaise, qui travaillait sur la cohorte ELF, je crois, de mémoire si je dis pas de bêtises, et qui a montré qu'effectivement, bah voilà, hein, les parents en moyenne commencent la diversification plus tôt. Donc oui, c'est quelque chose qui est documenté. Maintenant, ces différences filles-garçons, c'est pas non plus le sujet principal des études en général. C'est toujours difficile à appréhender, bah, là aussi, parce que quand on sépare les filles et les garçons, finalement, on a encore des tailles d'échantillons, enfin, c'est-à-dire des populations d'études qui sont encore plus faibles que ce qu'on a là actuellement. Donc c'est difficile de mettre en évidence des différences quand on ne sait pas le but spécifique de l'étude. Mais néanmoins, quand c'est fait dans la littérature, c'est bien documenté, oui. Est-ce que vous avez des ressources à conseiller pour la régulation de l'appétit chez les plus grands, pour aller plus loin dans... Ouais. Alors, au-delà de ressources scientifiques, non, pas vraiment. Alors, j'imagine que je vous ai parlé des recommandations alimentaires nationales, notamment du guide qui a été fait par Santé publique France. Je sais qu'il y a des guides qui sont faits pour chaque tranche d'âge sur donc l'alimentation. Donc là, c'était des 0 3 ans. Mais je crois qu'il y a aussi pour les différentes tranches d'âge tout au long de l'enfance. Donc, j'imagine que dans ces recommandations sont intégrés des conseils hein, sur comment permettre un nourrissage plus réceptif et donc les développements de meilleures capacités de régulation de l'appétit, si je peux me permettre. Mais je ne vois pas, donc comme ça, j'ai pas d'autres idées. Je pourrais chercher éventuellement que cette personne n'hésite pas à m'envoyer un mail si elle le souhaite. Je pourrais essayer de regarder et compléter mon propos si besoin. Est-ce qu'il y a une différence du coup dans la capacité de régulation de l'appétit en fonction de la situation? Si l'enfant mange par lui-même, donc sur plutôt une alimentation autonome, la DME, ou si c'est le parent qui donne à manger? Mm. Et ben, ça aussi, c'est quelque chose enfin, c'est bien connu que l'ADME enfin, l'ADME est connu pour permettre à l'enfant d'être plus libre autonome, surtout dans son alimentation, et du coup favoriser le développement, une meilleure régulation de l'appétit. Mais il n'y a pas d'études en fait qui montrent ça. En tout cas, sur les comportements, enfin sur les capacités de régulation de l'appétit, comme je vous ai montré là, comment on les mesure, il n'y a pas d'études qui peuvent montrer ça, enfin qui ont montré ça, pardon. Euh, donc après, enfin, en théorie, c'est quand même quelque chose d'assez logique. Néanmoins, il y a pas, je crois pas qu'il y ait, ou peut-être qu'il y en a depuis 1 an et j'ai pas connaissance, mais voilà. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux scientifiques qui vraiment appuient cette idée-là, même si elle paraît tout à fait logique au vu des autres connaissances par ailleurs. Hmm, ok. Et pour finir, quand la régulation alimentaire ne se fait pas tout de suite, est-ce qu'elle peut se faire au repas suivant? Oui, tout à fait. Même d'ailleurs, c'est la plupart du temps, elle se fait plutôt à l'échelle, on dit d'une journée qu'à l'échelle d'un repas. Euh, du coup, là, on a présenté des mesures qui étaient à l'échelle du repas, Hmm. mais on sait que ces mesures-là, elles sont, en fait, on a fait d'autres études à côté, et on sait que la mesure qu'on va mesurer à l'échelle d'un repas, elle est représentative de ce qui se passe globalement à l'échelle de la journée. Mais évidemment, la régulation de l'appétit, elle se fait plutôt à plus long terme hein, qu'à l'échelle d'un repas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ben, je vous remercie. Euh, Merci à vous. Très, très intéressante cette présentation. Ça va laisser un peu de quoi réfléchir du coup aux professionnels qui nous ont rejoints ce midi. Et ben, on va souhaiter un bon après-midi à tout le monde et à bientôt, Camille. À bientôt, merci à tout le monde. Bon Au après-midi, revoir. au revoir.